vais demander à Corentin Doguet de venir me rejoindre dans l'un des sièges rouges. Je vais demander à Yves Leblévec de me rejoindre également. Je vais demander à Tanguy Le Turquet, qui lui est tout en haut, de me rejoindre également. Et je vais demander au président de la classe Figaro Beneteau, Yannick Livory, de se joindre à nous. Alors avec vous, messieurs, il n'y a pas beaucoup de femmes dans cette conférence au large. Hein. Pas beaucoup de femmes dans la voile en général. C'est toi qui as fait les invitations. Ouais, je sais. M'en parle pas. Avec vous, on voudrait avoir un peu le point de vue des gens qui sont sur le terrain. Là, on a commencé avec Gervan Bontemps, qui est un homme de terrain. On a discuté avec des constructeurs, des architectes, avec des entraîneurs. Et là, on voudrait avoir un petit peu le point de vue des gens qui passent leur temps à naviguer, un petit peu sur comment est-ce qu'ils voient l'évolution de la course aujourd'hui. Très rapidement, je vous demande, on fait un petit tour de table très rapide. Vous représentez, on vous connaît un petit peu, mais vous nous dites un petit peu où vous en êtes de vos projets respectifs. Et puis après, on attaque dans le dur. Yves, tu convoies demain. Ouais, moi je pars demain pour prendre le départ de la Transat Jacques Vabre sur le nouveau actual, qui est un ultime qu'on connaît bien parce qu'on a racheté l'ancien Sodebo. Bon, ben voilà, c'est dit. Maintenant, on parle d'actual. Et voilà. Il y a un petit dossier ou... Non, absolument pas. mais voilà, bateau a changé de nom. Très bien. Et puis on découvre, là on est vraiment en phase de découverte avec Jean-Baptiste Levaillant qui va m'accompagner sur cette Transat Jacques Vabre, en phase de découverte d'un nouveau bateau, d'un gros bateau. Et voilà. Et puis c'est 4 ans de boulot sur ce travail-là pour travailler dessus, pour l'adapter au mieux aux marins, ou adapter le marin au bateau, je sais pas. Pour être au départ de cette course. Fameux tour du monde ultime. Fameux tour du monde ultime qui partira de Brest. J'ai relu le mail entre temps, je suis désolé. Il partira de Brest. Monsieur Doguet, nous avons quand même 2 vainqueurs de la Mini Transat, l'un à côté de l'autre. Peut-être 3. Peut-être 3. Certainement pas 4. C'est ce que j'allais dire. Yannick, il serait temps que tu t'y mettes un peu. Ouais, donc moi je suis revenu sur le circuit Figaro il y a 2 ans. J'y avais passé quelques années. Entre-temps, j'ai fait 3 ans sur le Tour de France, ancienne formule historique. Canal historique. Voilà. Et puis comme moi, je ne sais pas faire de multicoque, l'objectif, ce sera d'être au départ du Vendée en 2020. Très bien. Tanguy Le Turquet, l'homme qui a encore des marques de lunettes de soleil. Ouais, voilà. Qui arrive directement de Lanzarote. C'est ça. Je suis en train de réaliser ma 2e Mini Transat, du coup, en bateau de série. Voilà, et je prépare un projet Figaro pour les 2 prochaines années. Très bien. Un nouvel adhérent, Yannick. Donc, bienvenue. Donc, Yannick Livory. Donc, je m'occupe, moi, déjà depuis une dizaine d'années de la classe Figaro Beneteau. Et depuis 2 ans, là, j'en assume un peu la présidence, qui est pas mal de boulot. Et on est là lors d'une nouvelle aventure avec un nouveau bateau qu'on essaie de mettre en place pour 2019. Donc un gros challenge pour nous. C'est pour ça que c'est très intéressant de voir un petit peu la technologie qui va évoluer, ce qui va arriver sur les années futures. Très bien. Tu nous diras s'il aura des foils ou pas. Alors d'abord, j'aimerais qu'on fasse un peu un état de votre opinion, de vos sentiments vis-à-vis de ce que sont les courses à la voile aujourd'hui. Est-ce que vous avez l'impression que c'est quelque chose de bien installé, un business qui tourne correctement, que les événements sont à la hauteur de vos entreprises respectives, ou est-ce que vous trouvez qu'il y a encore beaucoup de travail, il y a des gros défauts, ou on est dans un pays merveilleux où tout fonctionne bien? Quel est un peu votre diagnostic sur l'état de ce que sont les événements de course au large aujourd'hui? Qui veut commencer en premier? Je vais peut-être juste expliquer, moi en fait ce que je trouve, c'est que quand on parle de course au large, on parle beaucoup de course au large française, pas forcément de course au large un petit peu plus internationale. On aura une splendide présentation que exactement, c'est pour ça que je fais une petite introduction pour Hervé par la suite. Juste après la pause repas. Mais effectivement, on est dans un microcosme quand même relativement franco-français. Et nous, en ce qui nous concerne, par exemple, sur la classe, c'est de pouvoir ouvrir sur l'étranger et accueillir des projets étrangers, parce que je pense que ça va être une des grosses voies sur les années futures, c'est d'ouvrir sur l'étranger. Monsieur Leblévec. Ouais, il y a quand même un tiers d'étrangers au départ de la Mini, hein, c'est ça, hein. Donc il y a des classes course au large françaises qui accueillent beaucoup d'étrangers, c'est vraiment bien.
Moi, j'aime bien la classe mini. Et comment... j'ai envie de rebondir sur ce qu'il disait Tanguy Le Glatin tout à l'heure, sur le boulot du skipper, qui était aussi, évidemment, un bon sportif et un bon marin, si possible de gagner les courses, mais il y a aussi cette capacité à mener les projets et à trouver des projets, à trouver une offre. C'est lui-même, Tanguy Le Glatin, qui parlait d'offres, qui correspondent à une demande. Et c'est aussi, je pense, notre boulot dans le monde, là pour le coup, dans le monde, dans l'entreprise, d'avoir un peu une position presque d'expert en disant, voilà, toi avec ton entreprise, ton budget, et moi ce que je sais faire, on va pouvoir monter tel et tel support avec l'offre existante qui sont les courses organisées, et les parcours associés et les aventures associées, et puis les classes sportives avec les règles sportives dont on a vu tout à l'heure à Quentin. En fait, c'est difficile de poser un jugement si c'est bien ou pas bien, mais en tout cas, il y a une offre extrêmement large. Il y a une possibilité aujourd'hui, un sportif, il peut proposer à un sponsor un projet qui démarre à... Il y a pas mal de gens en mini-transat, tu leur donnes un budget de 20 000 euros par an, c'est énorme. Et jusqu'à des projets à 10 millions d'euros par an. Donc il y a une offre complète. Et lorsqu'on dit ça à des entreprises qui sont un petit peu attirées par la course au large ou par la voile en général, mais qui ne savent pas trop par quel bout prendre le truc, ils sont très surpris qu'à partir de 20 000 euros par an, il y a des choses à faire, quoi. Donc il y a je ne sais pas si c'est bien ou c'est mal, mais il y a vraiment des trucs à faire, quoi. Corentin ? Je partage pleinement l'analyse de Yves. Je pense qu'après, en revanche, l'évolution de notre métier, c'est avec la professionnalisation, et l'accroissement des budgets, etc. C'est qu'on va arriver petit à petit vers une génération de pilotes. C'est-à-dire que nous, effectivement, il nous a fallu mettre les mains dans le cambouis et monter nos projets de A à Z, et il y en a encore plein qui le font et qui continueront à le faire. C'est la majorité pour l'instant. Hein. Ouais, mais je pense que petit à petit, l'argent aidant et la professionnalisation étant ce qu'elle est, on va arriver à une génération de jeunes pilotes qui n'auront qu'à se concentrer sur la partie sportive et technique de ce métier. Ce qui est alors, est-ce que c'est pas, encore une fois, bien, mal, j'en sais rien. Quand on fonctionne comme ça, je pense que, comme dans le monde du sport automobile, en revanche, on ne maîtrise pas. On est pilote, on peut être appelé pour être pilote pendant une saison, 2 saisons, 3 saisons, et puis être remercié si les résultats ne vont pas. Mais je pense que voilà, ça va être une des évolutions. Et puis ta question tout à l'heure sur est-ce que tout va bien, tout va mal, les courses sont ce qu'elles sont. Comment ça va, c'était ma question. Je pense qu'il faut pas perdre de vue qu'aucune course, aussi emblématique soit-elle, rien n'est immortel, quoi. Voilà. On a vu des épreuves magiques disparaître du paysage, et ça pend au nez de tout le monde, en fait. Donc, faut que les... Quelle course demande quelqu'un dans le public, je sais pas, quelle course? Le Box Challenge, par exemple, n'existe plus. Moi, quand j'étais petit, à la semaine de La Rochelle, il y avait 1000 bateaux. Ça n'existe plus, ou en tout cas pas. Voilà. Je pense que t'en parlais aux Rochelais à l'époque. Ils n'imaginaient pas que ça puisse disparaître comme ça en quelques années, comme ça a été le cas. Et je pense qu'il y a d'autres exemples. Tu vois, on parlait du Spi West qui se court à 380 bateaux l'année dernière, alors qu'effectivement, il n'y a pas si longtemps. Dont 120 J80. Il n'y a pas si longtemps, c'était 500 à guichet fermé, etc. Donc voilà, les choses changent, évoluent, et donc il faut que nous, en tant que coureurs, on s'adapte peut-être un peu plus facilement, mais je pense que pour les organisateurs d'événements, en tout cas, il faut quand même avoir ça à l'esprit, et puis pas se reposer sur les lauriers de ce que sont leurs épreuves. Et inversement, on voit des nouvelles épreuves croître très rapidement, type Tour de Belle-Île ou Herman Race. Voilà. Tanguy, quel est le point de vue d'un jeune coureur? Tu vas faire le jeune sur la table ronde, hein. Je suis désolé, mais c'est pas grave. Je vais t'appeler comme ça. Non, mais juste pour compléter ce que disait Yves, on est même il y a un peu plus du tiers d'étrangers sur le départ mini-transat. Je crois que c'est quasiment la moitié, 40-45%, quelque chose comme ça.
Donc c'est quand même en tout cas une épreuve hyper ouverte sur le monde, et ça on en est très fiers. Et je suis entièrement d'accord avec ce que dit Corentin. Moi j'étais encore avec mes partenaires la semaine dernière et ils me proposent un budget, ils me disent qu'est-ce que tu nous proposes en échange, et en fait il y a énormément de choses à proposer entre voilà, le Figaro, le Mini, on peut même aller faire du Motafoil, on peut faire énormément de choses, donc ça c'est vraiment top. Et en effet, comme ce que disait Tanguy aussi, je trouve qu'il y a un déplacement en tout cas des marins vers la course au large. C'est vrai qu'on a tendance à avoir un peu moins d'inscrits sur en effet le SPI Ouest France ou d'autres régates du style, et puis de plus en plus de marins qui vont vers la course au large. Alors il faut faire attention de continuer à faire du qualitatif, je pense, dans les courses pour les organisateurs, mais non, je pense que ça va plutôt bien. Est-ce que vous avez le sentiment que vos sponsors aussi, la demande de vos sponsors évolue vis-à-vis de cette offre, l'offre que tu décrivais, Yves? Est-ce que c'est une vieille lune dans notre milieu, mais est-ce que justement il n'y a pas trop d'offres en même temps? Alors il y a la démarche du sponsor de Tanguy, le Turquet, qui est un peu nouveau, qui dit qu'est-ce que tu peux m'offrir pour ce prix-là, et puis la démarche d'Actual qui commence à connaître le milieu et qui a peut-être qui connaît mieux, mais du coup, c'est quoi leur retour aujourd'hui? Est-ce que vous avez vu leur demande évoluer? En l'occurrence, un sponsor, il peut s'interroger. Enfin, moi, c'est vraiment un cas très personnel, mais je pense que la démarche, elle peut exister. C'est, voilà, j'ai envie de mettre le budget com de ma boîte dans le sponsoring, et dans le sponsoring, j'ai envie de faire de la course au large parce qu'il y a des valeurs qui m'intéressent et parce que je m'y retrouve. Voilà, ma boîte, c'est ça. Propose-nous des trucs avec... je veux mettre tant pendant tant de temps, et qu'est-ce que tu peux faire là? C'est notre boulot, plus de sportifs, mais de chef de projet, de commercial, de proposer des choses. Et il y a un truc vraiment important dans la course au large. Moi, je vois ça en discutant notamment avec les journalistes. C'est que par rapport à beaucoup de sports professionnels qu'on connaît, qu'on voit beaucoup, dans la course au large, le sportif est aussi le directeur d'équipe, le chef de projet, le directeur sportif. Enfin, en fait, on fait un peu tout à la fois. Et ça donne en fait un crédit aux sportifs qu'il n'y a pas dans d'autres sports, et où le sponsor s'y retrouve beaucoup parce que on a un discours, on a un positionnement qui peut être beaucoup plus valorisant que d'autres sportifs, où le sportif ne fait que l'épreuve, point barre, et on lui demande, où le discours est des fois pas forcément facile à tenir. Donc on a là-dessus un atout énorme, et je rebondis par rapport à ce que disait Corentin sur le fait que il y a peut-être une évolution par le fait d'avoir des sportifs qui soient uniquement pilotes. Ça peut être le cas, mais il y aura toujours la place pour le sportif qui sera aussi le gestionnaire de projet, enfin le teneur de projet et un peu l'aventurier. Parce que c'est quand même ça, une grosse valeur ajoutée de ce qu'on représente, c'est la dimension aventure qu'on fait. Et puis, en fait, heureusement, c'est pas suivi que par des gens qui font de la voile, mais même les gens qui suivent des courses et qui font pas de voile, ils se disent naturellement ça, moi je ferai pas. En fait, ce positionnement en creux, là, il nous apporte énormément. Donc on a... Il y a beaucoup de choses qu'on peut représenter. Corentin, toi qui es en pleine recherche de partenaires, c'est quoi le retour que te font les gens avec qui tu discutes en essayant de vendre tes projets, quand ils voient les différentes épreuves, les différentes classes que tu peux proposer? Qu'est-ce que tu as comme retour, comme premier retour? C'est trop compliqué? Oui, c'est fabuleux. Non, le retour, l'image de la voile, de la course au large est excellente. Vendée Globe est devenu une marque et un mot-clé qui ouvre beaucoup de portes. Ça veut pas dire que les sponsors signent dans la seconde qui suit, loin de là, mais en tout cas, c'est clair que c'est spécifiquement sur le Vendée. Enfin, moi, j'ai pas ressenti sur d'autres supports, mais mon expérience n'est pas exhaustive. En tout cas, typiquement sur le Vendée, voilà, ça suscite l'intérêt systématique de tous les interlocuteurs. Voilà, une fois qu'on a dit Vendée Globe, ils veulent en savoir plus. Et voilà, après, bon, il y a quand même un peu d'argent à mettre sur la table, et il y a pas mal de paramètres, mais voilà, donc c'est je pense que la course au large jouit aujourd'hui d'une super image
auprès des décideurs. Alors, je reviens sur les événements en tant que tels, parce que c'est notre thématique, c'est comment les courses vont évoluer demain. Qu'est-ce que vous aimeriez voir? Alors, vous n'avez pas voulu me faire de diagnostic sur c'est bien ou c'est pas bien. Qu'est-ce que vous voudriez voir évoluer dans les courses? Est-ce que vous pensez qu'il faut inventer des nouveaux formats, des courses plus courtes, des courses plus longues? Est-ce que vous pensez qu'il faut je sais pas, améliorer le traitement médiatique? Où est-ce que l'évolution va venir, et qu'est-ce que vous ressentez comme besoin d'évolution dans les courses auxquelles vous participez? On va commencer par Tanguy ou Yannick. Moi, je m'étais amusé à faire une petite analyse alors c'était sur le nombre de clics par rapport à la durée des épreuves. Et en fait, ce que l'on peut voir, c'est que, hormis le Vendée, qui est quand même une épreuve à part, je pense qu'au-delà de 15-20 jours, on assiste, il y a beaucoup de fréquentation au démarrage des épreuves, avant l'épreuve, au démarrage de l'épreuve. Après, on voit qu'il y a quand même moins de suivi tout au long de la course. Et après, on a de nouveau un suivi lors des arrivées. Et moi, je suis arrivé un petit peu à la conclusion qu'une épreuve qui fait 15 jours, c'est déjà relativement long à suivre en termes de retour, hormis le Vendée, qui est quand même un cas à part. Et là, effectivement, si on veut travailler sur des courses plus longues, c'est vraiment arriver à maintenir l'intérêt du grand public tout au long de l'épreuve. Et on voit par exemple ce qui a pu être fait sur la Volvo, sur des dashboards ou des choses comme ça, où il y avait des informations qui remontaient. Ça permettait justement d'avoir un flux continu d'informations et d'avoir un intérêt pour le public. Et je pense que c'est là-dessus que les organisateurs commencent à travailler. Et ça, c'est déjà en place, mais à mon avis, il va falloir que ça vienne de plus en plus, de façon à maintenir un peu le taux de fréquentation sur les courses. Je parle de courses au-delà de 15 jours qui sont difficiles à maintenir, quoi. Tanguy ? Ouais, moi je suis bien d'accord. Moi j'ai été confronté à une problématique là très souvent, c'est quand je vais voir mes partenaires, ils me disent super la course au large, mais comment nous on peut communiquer et comment est-ce qu'on peut faire vivre ça dans la société. Donc moi je pense que la grosse évolution, alors ça plaît pas à tout le monde dans le milieu parce que le marin est quelqu'un qui fait un petit peu son aventure au large, pas tout seul entre guillemets, mais je pense qu'il faut faire évoluer la communication de la course au large, ça c'est sûr. Nous on a fait un truc extraordinaire sur la Mini cette année, c'est qu'on avait un bateau militaire qui nous a suivis, qui a envoyé des photos, c'était une révolution dans le monde du Mini, mais je sais que la Transat AG2R le fait beaucoup aussi. Et même bateau l'a fait en 2001. Ouais, pour le coup, je n'ai pas gagné Mini, mais j'ai fait la même queue en 2001. Et c'était déjà le Cormoran. C'était déjà celui-là. Bah là, il a pu envoyer des photos, voilà, des reportages de nous en mer. Et je pense que le retour que j'ai eu du public qui suivait a trouvé ça absolument fantastique. Et voilà, je pense qu'il faut à tout prix évoluer dans ce sens-là, dans la course au large, quoi. Réussir à communiquer de plus en plus. Vous êtes d'accord avec le petit jeune ? En tout cas, les images transmises de la première étape de la Mini, c'était génial. En plus, c'était complètement photogénique. Enfin, les images étaient vraiment dans la brise, au top. Et c'était, je pense, bien mieux que des choses prises de l'intérieur où, de toute façon, en Mini, la question ne se pose pas. Mais en tout cas, c'était vraiment une super idée et ça a été très très bien exploité. Et vous êtes d'accord avec l'idée que le traitement, le suivi, le mode de suivi des courses peut encore je pense que moi je vois ça, par exemple, tu vois, j'ai une petite casquette d'organisateur là avec notamment la Mini en mai que j'organise à la Trinité. On essaye de faire des points médias. En fait, ça marche très bien. Et puis avec peu de moyens, avec une clé 3G et un appareil photo, une caméra, à des points de passage, tu filmes les bateaux, tu enregistres une petite vacation VHF, ça fait vivre la page Facebook. C'est un truc, ça coûte rien. Enfin, ça coûte le temps que la personne y passe, mais avec peu de moyens, un organisateur de course peut faire vivre la course assez facilement, tant qu'on reste près des côtes et autres. Il y a effectivement, je pense que là où auparavant l'organisateur de course pensait qu'il suffisait de rassembler les bateaux, lancer le départ et attendre les arrivées, aujourd'hui on attend un peu plus d'un organisateur que ça. Et c'est là où beaucoup de clubs sont souvent en difficulté, c'est que des clubs sont des bons prestataires techniques pour organiser les courses, mais n'ont pas forcément des compétences d'organisateur d'événements. Et c'est pas forcément la même chose, même si il y a un événement médiatique et une course sportive. Il faut arriver à associer les deux.
même les gros organisateurs, entre guillemets, type le Figaro, on essaye d'évoluer, puisqu'il y a eu il y a l'arrivée des téléphones satellites. Vous avez eu l'Iridium sur la solitaire. Je vois tu vas nous dire après, Yannick, mais je le vois dodeliner. Ouais, on a depuis quelques années, ça c'est un changement qui a eu lieu pendant que les années où je faisais le Tour de France, mais ouais, maintenant il y a l'Iridium à bord pour des vacations. Pendant la solitaire, hein, c'est évidemment Voilà. sur la G2R ça existait sur la G2R il était déjà, et sur la G2R c'est open et ça permet aussi de prendre des fichiers. La solitaire du Figaro garde cette spécificité pour l'instant qui est on ne peut pas reprendre d'informations météo, en tout cas pas numériques, à bord pendant les étapes. Donc on a un Iridium à bord qui est verrouillé. En fait, c'est l'orga qui peut nous appeler pour des vacations médias. Ça fonctionne un peu. Après, on a aussi des bateaux suiveurs qui nous font des vacations médias, qui transmettent à terre, dont le son est quand même en général plus audible d'ailleurs que les vacations Iridium. Donc c'était un premier pas qui avait été franchi par Pendwick quand ils ont repris la course. Maintenant, c'est vrai que c'est toujours compliqué cette histoire de vacations et de transmission d'infos, d'images, etc. La course au large fait rêver aussi parce qu'on peut pas, tout n'est pas transmissible et ce qui se passe sur un bateau fait encore appel à l'imaginaire, etc. Alors fort heureusement, on n'est plus à l'époque de Tabarly qui sort de la brume en arrivant aux États-Unis, mais le compromis n'est pas facile à trouver, quoi. On peut pas, on va pas non plus faire de la télé-réalité. Tu allumes ta télé, et H24, tu fais le tour du monde avec Yves Le Blévec. Surtout, il y a des moments magiques, il y a des moments où il va pas se passer grand-chose, etc. Et donc voilà, donc le curseur est pas évident à placer, je pense, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a encore des choses à faire évoluer et il faut que ça continue à vivre, que les gens aient envie de se connecter régulièrement pour suivre les courses et donc qu'il y ait du contenu, mais c'est pas simple. Yannick, tu peux m'expliquer ce que voulait dire Non, c'était juste pour mouvement de rebondir. C'est juste pour rebondir ce que disait Corentin, c'est qu'effectivement sur la solitaire, l'Iridium a été accepté au départ pour des raisons de sécurité. Donc ça, c'était vraiment au niveau de l'organisation. Et après, effectivement, on en a profité pour faire un peu de médias. C'est vrai que on a quand même des qualités de son qui sont assez difficilement exploitables. Et là, on commence à étudier la possibilité d'intégrer directement un peu des fleets à bord. Et on va essayer de mettre ça en place pour la prochaine AG2R pour que tous les bateaux puissent être équipés pour pouvoir tourner de l'image du bord et pour pouvoir les envoyer. On essaie d'adapter ça sur un support qui n'était pas forcément prévu à l'origine. Donc, il y a des petites contraintes techniques à respecter. Mais je pense qu'on va essayer de mettre ça en place pour 2016. Mais effectivement, faire du tout Loft Story, moi je suis un petit peu contre personnellement. On a quand même je pense que les coureurs ont une maîtrise de leur image et qu'ils doivent passer ce qu'ils souhaitent passer, et non pas que ça soit piloté par la Terre. C'est un très vieux débat, la peur de faire de la télé-réalité. Ça reste, ça fait 15 ans depuis qu'on peut faire des images par satellite, on en entend parler, et on s'en approche toujours pas. Ça reste relativement maîtrisé. On a même sur le dernier Vendée Globe, par exemple, on a reproché aux deux coureurs de tête d'ailleurs de pas assez en raconter. En tout cas, de raconter une histoire. Il fallait lire entre les lignes pour comprendre l'intensité de la bagarre. C'est ça, c'est que le coureur, là, pour le coup, tu as affaire à des professionnels qui ont fait une communication terriblement formatée pour laisser passer le moins possible. Ça fait partie du boulot du coureur de parfaitement maîtriser sa communication, et en tout cas l'image qu'il va envoyer. Alors il y en a qui le font de façon un peu plus chaleureuse, mais de toute façon ne sort du bateau que ce que le coureur veut bien laisser sortir. En aucun cas il y a des robinets ouverts ou des images prises à l'insu du coureur. C'est même plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a des images qu'envoient les coureurs qui sont où il y a où il y a des gens à terre qui vont dire ça on va peut-être pas le diffuser parce que ça va pas être sympa pour lui, ou pas tout de suite. Mais c'est dans ce sens-là que ça marche. C'est quand même le coureur qui décide ce qu'il veut diffuser. Et puis après, tu as la dimension sportive, le combat psychologique contre l'adversaire, quoi. Alors effectivement, quand tu es un peu plus milieu de flotte et qu'il y a moins d'enjeux,
Tu peux communiquer différemment, mais là, en l'occurrence, effectivement, sur le dernier Vendée, quand tu es dans un duel comme ça, faut surtout pas raconter tes malheurs, quoi. Alors, du coup, je vous trouve assez conservateur par rapport aux jeunes. Ouais, Le Turquet qui lui dit il faut que ça change, il faut que ça bouge, on peut faire beaucoup mieux. Vous êtes beaucoup plus prudent. On essaie d'explorer comment ça va évoluer. Hein. Et Je dis pas qu'il faut faire Love Story non plus. Hein. non, Attention. non, t'inquiète pas. Non, on peut faire beaucoup mieux. Et là où je pense qu'on peut faire beaucoup mieux, c'est à se former, nous, coureurs, pour être vachement efficace dans savoir ce qu'on veut diffuser et savoir comment monter. Parce que comment ça se passe concrètement, on prend notre caméra, machin, on filme. Tout ça, ça pèse des mégas et des mégas. C'est pas possible d'envoyer ça par satellite parce que ça coûtait une blinde. Et donc, il faut faire un petit montage. Il faut mettre un peu de son dessus et il faut compresser ça et envoyer ça. Ça prend, enfin, si t'es pas spécialiste du genre, comment Trambert connaît bien l'affaire, si t'es pas spécialiste du truc, tu passes beaucoup de temps pour un résultat pas terrible. Donc, au même titre que tu t'entraînes sur l'eau avec Tanguy Le Glatin pour apprendre à aller plus vite, ça doit faire partie du job du coureur. De maîtriser ces outils-là et d'être pas forcément super bon, mais au moins d'acquérir le minimum pour arriver à transmettre quelque chose qui soit possible. Et là, il y a du boulot parce que On pourrait aller jusqu'à avoir une sorte de stage ISAF de la vidéo obligatoire pour tous les coureurs avant de prendre le départ d'une course. ça va pas être une obligation, il n'y a pas de raison de sécurité, mais ça fait partie Je sais du pas job. pourquoi l'organisateur il pourrait exiger qu'il y ait une qualité. Comme les footballeurs, ils doivent répondre à il faut qu'il y ait deux personnes par équipe à la Champions League qui viennent s'installer devant les logos des sponsors pour faire le débrief. Alors vous avez des vacations obligatoires aussi, mais Non, mais en fait, moi, c'est simplement une constatation. On est obligé de suivre l'évolution de ce qui se fait. Les sponsors nous le demandent. Les sponsors, ils vont choisir entre mettre de l'argent dans la voile ou dans un autre sport. Voilà, aujourd'hui, on est à une époque où on vit de l'information, de l'immédiateté. En voile, on ne peut pas faire de l'immédiateté et tout ça, mais on est obligé de suivre un minimum, quoi. Enfin, je pense que c'est vraiment les nouveaux marins au large, ils seront obligés de savoir monter une vidéo et de l'envoyer. Ça, c'est évident. alors, on va parler des supports, parce qu'on a parlé un peu de la communication. On va parler des supports. Est-ce que comment vous vivez-vous en tant qu'acteur quotidien de la course au large l'arrivée des bateaux qui volent? Est-ce que vous êtes inscrit en formation continue sur apprendre à voler module 1 et 2 pour l'année prochaine? Est-ce que vous regardez ça prudemment? Comment vous vivez l'arrivée de ces supports-là? Et est-ce que vous pensez que les courses de demain seront forcément sur des bateaux qui volent? Ouais, c'est une évolution logique de toute façon. Donc, je pense qu'on va aller beaucoup vers ça. Je serais même pas trop étonné que pour compléter la panoplie des engins qui tirent vers le haut, les kites fleurissent sur les bateaux dans pas trop longtemps, je pense. Donc ouais, c'est une évolution logique. Après, ça va pas se faire en 5 minutes. Je sais plus qui disait tout à l'heure, on parlait des Figaro volants ou de Figaro en multicoque. C'était Gurvan peut-être qui voulait faire le Figaro sur un bateau qui se met sur le toit. Il va falloir un petit peu de temps avant que tout le monde assume ça, quoi. Parce que il y a assumer le risque pour le skipper, ça c'est une chose, mais après il y a des sponsors, il y a des assureurs, et si tous les étés il faut aller ramasser 10 ou 15 mecs qui n'avaient pas dormi depuis 4 jours et qui ont fini à l'envers, on pourrait finir par nous taper sur les doigts. Il ne faut pas oublier que la course en solitaire reste une espèce d'exception légale, tolérée, mais qu'à partir du moment où on part en solitaire sur l'eau pendant plus de 24 heures, on est forcément en tort vis-à-vis d'une règle fondamentale de la navigation maritime qui dit que la veille visuelle et auditive doit être permanente. Donc, Mais tu dis ça et pourtant 30 ans après le premier Vendée Globe, ils vont le faire en multicoque. Ouais, non, mais Ça peut aller relativement vite. Ouais, bah voilà, ouais, 30 ans. Ouais, 30 ans, sauf que ça fait 30 pas. ans, ça concerne encore un peu Tanguy. Le Moi, Figaro, bon. non mais c'était 30 ans 89. Le Figaro, il est beaucoup plus vieux que ça. Donc ouais, non, mais je pense que de toute façon, oui, on va y venir, sur de plus en plus de supports. Yves, tu vas mettre des foils sur
Oh, il y a déjà des Actuel foils ultime. à bord actuel. Mais c'est sûr qu'on va pas le faire voler, ça c'est sûr. Le bateau, il est pas, il a été conçu en 2007. À l'époque, la question se posait pas. Donc c'est pas là-dessus qu'on va se battre. On va se battre sur l'aspect fiabilité d'une part. Donc je dis ça, je fais gaffe parce que faudra pas que je regrette. Mais aussi, d'adapter le bateau au skipper. C'est des bateaux compliqués, c'est des gros bateaux. Là, on parle des ultimes. Manœuvrer ces bateaux-là en solitaire, c'est du job. Et justement, il ne faut pas que ce soit trop du job. Enfin, c'est là où il y a, pour ma part, avec la plateforme dont je dispose, où il y a énormément à faire, qui est un gros boulot d'ergonomie et de penser l'ergonomie pour que ce soit pour être le plus performant possible. Et on peut aller assez loin, on a le temps, on va pouvoir aller assez loin, mais ce qu'on ne va pas pouvoir changer, c'est la plateforme. Donc cette plateforme-là, on ne va pas la faire voler, et le débat n'est pas là. Il y a des choses qu'on peut faire évoluer, je pense notamment au gréement, où en fait c'est assez impressionnant, mais à part sur la Coupe de l'América, où ça joue avec des ailes, dans les bateaux de course au large, les gréements, ils sont d'une uniformité incroyable. Les combinaisons de voile, elles sont hyper connues. Enfin, on est vraiment dans des choses très classiques. Alors, on y retombera peut-être, mais en tout cas, on a envie de se poser la question, parce que là, il y a probablement des choses à faire. Un kite pour actuel. Il y a probablement des choses à faire, mais voilà. Et tout ça dans le sens, évidemment, de la performance, mais dans un projet de faire un tour du monde sur un multicoque, il y a la performance et puis il y a surtout la capacité de tenir la vitesse moyenne du début à la fin pendant entre 50 et 60 jours. Et donc de pouvoir adapter le bateau aux situations météo le plus rapidement, le plus efficacement possible. Et tout seul, les manœuvres sur ces bateaux-là, il faut réfléchir à deux fois. Enfin, il faut les faire au bon moment et dans le bon timing et avec les bons choix. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on va travailler, plus que d'essayer de faire des images de bateaux qui volent. De toute façon, ça ne marchera pas. Enfin, pas avec le mien, en tout cas. Tanguy, toi qui en es au début de ta carrière, tu vas faire un peu de Figaro pour te coltiner la réalité des choses, et puis après tu vas faire des bateaux qui volent. Ben, je sais. Je suis pas un obsédé, hein, je fais un peu de provoque pour essayer de voir comment ça s'annonce après. Hein. Non, mais moi j'espère qu'on va traîner du plomb encore un petit peu, parce que il y a encore tellement de. Enfin, moi j'ai tellement de choses à apprendre sur le Figaro, sur ces bateaux-là, que j'espère qu'on va en faire encore un petit peu pour que je puisse continuer d'évoluer voilà, dans ce sens-là. Après, c'est sûr que le foil, c'est une évolution. Moi je fais beaucoup de kite à foil et on va y venir, c'est évident. Et puis pas que les foils, je pense que les kites, certainement qu'on y viendra aussi. Donc oui, après faire du foil entre trois bouées, aujourd'hui c'est l'éclate. Faire du foil au large, je pense que voilà, moi je viens de faire la première étape de la mini et si je l'avais fait en volant, là je serais pas là quoi. Donc pour l'instant non mais c'est génial, mais je pense qu'on va traîner encore un petit peu de plomb, un petit peu en tout cas au large. Mais voilà, ouais, c'est l'évolution, c'est évident. Après, je donne la parole à Yannick, vas-y. Juste, Gurvan, je pense résumer très bien la situation de tout à l'heure, c'est qu'une fois que tu as acquis le foil et que voilà, ton bateau il vole et puis tu sais faire marcher ton bateau avec les coques qui touchent plus l'eau, il n'empêche que les fondamentaux de la régate et de la voile, c'est toujours les mêmes. Il faut avoir les bonnes trajectoires, aller vite, avoir un bateau équilibré, en bon état. Enfin, en fait, j'ai l'impression que le fait de voler, c'est très spectaculaire dans l'image, mais fondamentalement, ça ne change pas grand-chose à la façon d'aborder la navigation. Un bateau à voile qui marche bien, c'est un bateau qui est bien réglé, qui est bien équilibré. Et là, ce qui est vraiment important, c'est le schéma mental de l'équilibre du marin, du skipper, pour maintenir son bateau en équilibre et à toute occasion, enfin le plus souvent possible. Le fait que la coque touche ou non l'eau, ça ne me paraît pas fondamental. D'accord. Yannick, fais-nous un petit point alors sur le fameux futur monotype. Un point, oui, je veux bien. Pas à foil donc. Bon, foil, non, on s'interdit rien, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant de travailler sur de la nouvelle techno, de voir des bateaux qui volent, ainsi de suite. C'est vrai qu'on discute un peu avec le carnet de chèques ouvert, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne parle pas de budget. Rappelle-nous juste pour quand c'est
2019. 2019. 2019. Bon, c'est vrai que quand on parle de techno, d'évolution, bon, on a le carnet de chèques sur la table et le fond est inépuisable. Moi, juste pour rappeler, la démarche que l'on a, c'est qu'on se veut, comme d'autres classes, la porte d'entrée pour la course au large. Et qui dit porte d'entrée, dit aussi un certain nombre de contraintes à respecter, qui vont être aussi des contraintes budgétaires. Donc des contraintes budgétaires, si on fait beaucoup d'innovations que l'on veut faire en série, parce que là, on ne s'adresse pas à un public de prototype, mais à des gens qui auront tous le même bateau, donc en monotypie. Il faut que le ticket d'entrée d'acquisition du bateau soit quand même relativement cohérent, parce qu'autrement on va se couper de gens qui voudront accéder à la course au large via la classe Figaro. Donc c'est pour ça qu'il y a une contrainte budgétaire relativement importante sur l'acquisition. Et après, il y a aussi une contrainte budgétaire sur le budget de fonctionnement. C'est-à-dire qu'en gros, je vais faire une petite image, mais en Figaro, tant qu'on ne touche pas, c'est que ça passe. Donc, ce qui fait qu'il y a quand même pas mal de talonnage et on va naviguer très près des cailloux, même voir les toucher. Donc, effectivement, avoir des appendices plus complexes entraînera des coûts de réparation et de fonctionnement qui ne vont pas être les mêmes. Donc là, dans la définition qu'on met en place pour la réflexion de ce nouveau bateau, c'est aussi tenir compte de tout ça. C'est avoir un coût d'acquisition qui permet au plus grand nombre de faire la translation entre le Figaro 2 et le 3, je n'appelle pas ça encore Beneteau, et après aussi de pouvoir assurer un budget de fonctionnement qui puisse tenir la route. Donc dans notre démarche, ce qu'on a pu faire, c'est que dans un premier temps, on a questionné un peu tous les gens, donc que ce soit les skippers, les organisateurs, les armateurs et les sponsors, voir un petit peu quels étaient leur avis sur, parce que là on va s'engager sur 10 ans à partir de 2019, donc c'est assez compliqué de se projeter jusqu'en 2020, parce que bon, il y a des évolutions. 2019, ouais. Il y a des contraintes qui vont arriver. Tu dis se projeter sur 10 ans. Voilà, à partir de 2019. Vous concevez maintenant un bateau qui sera entré en vigueur de 2019 et qui sera valable jusqu'à 2029. Qui peut devenir valable jusqu'à 2019. Bon, donc en fait jusqu'à 2029, pardon. Donc ce qui fait on voit vraiment à long terme et les évolutions techno, elles vont avancer. Donc ça c'est la première chose, donc on a pas mal de responsabilités. Pour rebondir un peu ce que disait Corentin, effectivement, d'avoir des gens qui se mettent sur le toit, sur des bateaux, c'est très bien. Il y a l'image effectivement du sponsor, il y a la sécurité aussi des skippers, mais il faut aussi penser qu'il y a aussi l'image du chantier constructeur. C'est-à-dire que si on a une flotte de 40-50 bateaux sur une épreuve et qu'un tiers se met sur le toit, l'image du chantier ne va pas être très très bonne. Donc il y a aussi tout ça à intégrer et voilà, c'est des réflexions qui sont assez compliquées à mener. Pour vous, c'est un monocoque. On va clore ce débat-là, mais pour vous, c'est forcément un monocoque. Pour moi, oui. Personnellement, ce sera un monocoque. Et oui. pour la classe Figaro Beneteau. Oui, on va publier la fin de cette semaine, normalement, la spécification de besoin. Donc, on a le besoin qu'on a émis et on part sur un monocoque, c'est sûr. Et on peut avoir quelques pistes sur à quoi il pourrait ressembler en termes de taille, en termes d'appendices Alors, en fait, la démarche qu'on a adoptée, c'est déjà de recenser toutes les contraintes qu'il va y avoir autour de ce bateau-là. Donc il y a des contraintes qui vont être réglementaires, c'est-à-dire que les organisateurs ne souhaitent pas forcément avoir des demandes de dérogation pour des bateaux qui vont faire des transats. Donc on a une contrainte qui est technique, qui nous permet pas de tout faire. Ça c'est la première chose. Et après on a une grosse contrainte qui est aussi la contrainte budgétaire. On ne peut pas non plus arriver avec des bateaux... J'imaginerais des bateaux tout carbone, très légers, enfin tout ce qu'on veut, et sans acheteur. Donc voilà, c'est vraiment il faut vraiment doser à chaque fois ce que l'on souhaite mettre en techno par rapport à ce que l'on veut mettre sur le marché. Donc c'est pas évident à faire. Hein. D'accord, donc on n'en sait pas plus en fait. C'est pas mal, hein. Si, c'est écrit, mais aujourd'hui, de savoir si le bateau fait 9,50 m, 10,50 m, on n'en sait rien. D'accord, c'est pour ça que je voulais une fourchette. Voilà, mais ce sera 9,50 m, 10,50 m. D'accord. Et les appendices, vous êtes ouvert à faire des appendices un peu sophistiqués sans parler de foil, mais de quilles basculantes par exemple on ne s'interdit pas de mettre une quille basculante, mais c'est toujours pareil, une quille basculante, c'est couille dans 4 talonnages, coût de réparation, temps de réparation. Aujourd'hui, on a pu voir sur la dernière solitaire qu'après un talonnage, 24 heures plus tard, le bateau y renaviguait. Je ne sais pas si avec une quille basculante, on pourrait renaviguer au bout de 24 heures. Ça, c'est la première chose. Ou alors revoir les formats des courses et pas aller sur les cailloux. Ou ne pas talonner. Tu veux dire que concevoir un bateau en préjugeant les erreurs de navigation des marins, c'est compliqué ?
Non, parce que en fait, je pense plutôt que c'est au niveau de la typologie des parcours, où on a par exemple sur la solitaire et d'autres épreuves, des parcours qui nous font aller très très proche des côtes. Et, Mais si le marin sait qu'en talonnant, il sera hors course, il fera plus attention. mais il le sait déjà et il sait très bien que s'il Non, talonne, il sait qu'en il 24 est heures, hors il peut course. réparer. Bah oui, mais faut penser à tout ça. Donc est-ce qu'on fait des courses qui sont moins près des côtes? Enfin bon, il y a pas mal de choses à voir. Est-ce que vous avez des questions? Aucune question sur... C'est vos clients quand même, hein? Non? Ah, un confrère. C'est pour le nouveau Figaro. Du coup, à partir de quand les premiers seront produits Là, on a établi un macro-planning donc, aujourd'hui avec le groupe Beneteau. L'objectif, c'est quand même d'avoir 50 bateaux sur la ligne de la 50e édition de la Solitaire, donc en 2019, janvier 2019. Donc on espère 2018 pouvoir avoir des premiers protos sur place. Début 2018. Et la fourchette budgétaire du coup du bateau, c'est quoi? La fourchette budgétaire, on sait qu'on tournerait aujourd'hui aux alentours de, allez, je dirais une grosse fourchette dans les 180 000 euros prêts à naviguer, mais c'est un objectif qu'on se Hors fixe. taxe? Ça dépend comment tu l'achètes et où tu l'immatricules, mon avis. Mais aujourd'hui, Ma question reste valable. Hein. aujourd'hui, on essaie d'avoir quand même un prix de marché, respecter un prix de marché, et après de coller tout ce qu'on a comme règle de monotypie qu'on veut y mettre. Donc aujourd'hui, donner un budget, on est incapable. D'accord. D'autres questions? Oui. Non, à vous écouter et avec 30 ans de recul, en fait, le multi-Figaro qu'il y a eu en 83 ou 84, c'était terriblement novateur. C'était juste le clin d'œil. Il y a déjà eu un Figaro en multi. Je ne sais pas si cette année-là, il y avait eu les deux Figaro, s'il y avait les Alphes et les multi. Mais... Non, ils couraient pas ensemble, bien sûr. Ouais. C'était sur les Formule 40. Ouais. C'était Pierre Lemahout, Festival de Lorient. C'était en double? D'accord. Très bien. Voilà, pour l'histoire de la voile, voir avec Jimmy. Mais, ouais, dans les Formule 40 avait été conçu au départ pour la solitaire du Figaro et c'est devenu des bateaux de Grand Prix. Donc, après, ça veut pas dire qu'on le refera pas. A priori pas pour l'instant, mais ouais, ça pourrait finalement voir le jour. Je pense que comme disait Pierre-Yves, il va falloir un peu de temps pour que tout évolue, quoi. C'est quand même les bateaux volants là, ça date de la semaine dernière à peu près. Ouais. Après, je suis pas. Alors là, pour le coup, je sors de ma casquette d'animateur, mais je pense que le rythme des évolutions dans tous les secteurs va beaucoup plus vite qu'avant. Et les vitesses d'adoption vont beaucoup plus vite qu'avant. Je viens d'un secteur qui est la presse écrite. Je peux vous dire que ça peut aller très 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 vite. C'est-à-dire que vous avez vos ventes qui s'effondrent, vous avez des plans sociaux à tire-larigot et des acteurs nouveaux qui émergent et qui vont très très vite. Quand on voit quand même que Flying Phantom a vendu 90 bateaux en 2 ans, je ne pensais pas que le chiffre était aussi élevé. Donc je pense que les rythmes d'évolution et d'adaptation par les clients ne sont plus les mêmes. Moi, j'ai juste une dernière question. J'ai essayé de vous la poser à plein d'intervalles, mais vous n'avez jamais répondu. Pour ce qui est de l'évolution des courses, ce qui fait votre travail 3 à 4 fois dans l'année, qui est le moment clé de vos saisons de travail, vous considérez qu'il n'y a pas de besoin particulier que vous ne trouvez pas tous les besoins auxquels vous essayez d'émettre sont bien remplis, il n'y a pas d'évolution majeure, tout va bien de ce côté-là, quoi. Pas tous à la fois, du coup. En fait, par rapport aux courses, en fait, il y a plein de... ta question, c'est pas facile de répondre parce qu'elle est très très ouverte. Et il y a les courses que nous on fait en tant que navigateur professionnel. En fait, comment ça se passe une saison là, il y a en gros une transat, enfin un événement majeur par an, qui est une transat ou un tour du monde, enfin quelque chose de vraiment majeur. Autour de ça, il y a des événements un peu... des classiques, quoi, comme le Tour de France et les classiques. Voilà, des classiques.
Mais ça, c'est notre programme. En fait, nous, on s'adapte bien. Enfin, moi, j'ai l'impression que, en ce qui me concerne, l'offre des épreuves auxquelles on peut participer avec Actual, elle est pas mal. Enfin, par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est de regarder justement l'évolution. Là, moi, c'est quelque chose auquel je participe pas mal dans mon village, à la Trinité, et où il y a le Ski West France depuis des années. On s'aperçoit, le Ski West France, les entraînements d'hiver, qui sont un truc super important dans la vie du village. On s'aperçoit que il y a une vraie désaffection, c'est encore plus vrai pour les entraînements d'hiver, et que ça touche, quand on regarde en détail les chiffres, que ça touche principalement les IRC, c'est-à-dire que les bateaux d'équipage classiques la flotte monotype type J80, Open et compagnie, grande surprise, c'est à peu près stable, voire ça compense un peu la perte. Et il y a une grosse chute du côté des IRC, des purs bateaux de propriétaires. À la fois, quand on regarde, est-ce que c'est vraiment malin d'avoir une flotte d'IRC1 qui font entre 35 et 45 pieds, faire juste des bananes en baie de Quiberon, que ce soit pas attractif, ça m'étonne pas, parce que les bateaux sont pas faits pour ça. D'où une offre de plus en plus importante d'épreuves type Armen Race, type Fastnet, et on est en train de travailler notamment sur des projets de courses, des courses au large, des courses offshore, à destination de ce public-là, où là, pour le coup, il y a une vraie demande. Donc il y a une vraie évolution en fait de la course au large, qui essaie où le public d'IRC, enfin le propriétaire d'IRC, a plus tellement envie, ce que je comprends, de faire de la régate entre trois bouées pour des bateaux qui sont capables de faire des parcours beaucoup plus marins et conformes aux qualités nautiques du bateau. Notamment le succès qu'il y a de l'IRC double, qui est une classe qui fonctionne très très bien, qui est très dynamique, et où les gens qui naviguent en IRC double, il y a un très bon niveau, et les gens se font vraiment plaisir. Donc il y a des nouvelles formes de pratique de la voile qui apparaissent, qui n'y avaient pas il y a quelques années. Je pense que là encore c'est aux organisateurs et au sens large de s'adapter à ça. Très bien. L'un de vous veut ajouter quelque chose ? Ouais, non, c'est ce que disait Yves sur la partie IRC, effectivement, et on voit le basculement sur la Transquadra, quoi. Voilà, alors il y a une problématique, tu parlais des qualités des bateaux pour faire des trois bouées, il y a aussi, moi j'en connais quelques-uns qui ont basculé vers la Transquadra, c'est surtout marre de passer 40 coups de fil pour réunir un équipage de 10 personnes pour un week-end à la Trinité, quoi. Donc c'est vrai que là-dessus, l'équipage réduit, quel que soit le projet, c'est plus simple de mener un projet Vendée qu'un projet Volvo. Il y a moins de monde, tout est plus léger, tout est plus facile, ça coûte moins cher, etc. C'est sûr qu'il y a moins d'escales. En plus, il y a moins d'escales. Bien. Voilà, et après, les circuits fonctionnent avec un événement phare à chaque fois. Est-ce qu'il ne faudrait pas, par exemple, tu vois, sur un circuit comme le circuit Figaro, effectivement, tu pourrais te poser la question de te dire, est-ce qu'il ne faudrait pas faire 2 ou 3 solitaires du Figaro dans l'année aux quatre coins du monde pour avoir quelque chose de plus étoffé. Moi, je suis plutôt pour. Il faut que j'en parle avec mon sponsor. Avec ton président. Je pense qu'il sera d'accord aussi. Mais ouais, tu vois, après, c'est comment on financerait ça. Je pense que ce serait une évolution intéressante. Parce que c'est vrai que par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est difficile pour nous, pour n'importe quel sportif, quand tu fais un sport où tu as un événement phare. Et en plus dans un sport mécanique. Tu ne répartis pas beaucoup tes risques. Voilà. Et comme c'est un sport mécanique et que tu as un risque de casse que tu ne maîtrises pas, c'est sûr que quand tu fais les mecs qui font de la F1, il y a un Grand Prix tous les 15 jours, ils veulent tous pareil. Le droit à l'erreur existe un petit peu. Chez nous, c'est plus compliqué, mais voilà. Globalement, je pense que c'est plus facile de trouver un sponsor pour un bateau de course au large que pour une Formule 1. Parce que, je pense que l'image qu'on véhicule, elle est largement plus facile à vendre à des sponsors. Je ne pense pas qu'on soit en difficulté aujourd'hui dans la course au large. Il n'y a qu'à voir le plateau de la route du Rhum en 2014, où il y avait quand même un plateau énorme et toutes classes confondues. Diversifié. Très diversifié.
Cette année sur la Jacques Vabre, c'est vraiment propre. Il y a des sponsors, faut pas. Et je pense qu'on est un sport où quand on va voir un sponsor, comme disait Corentin tout à l'heure, on va voir un sponsor en disant tu peux mettre ton nom sur un bateau à voile, on est bien reçu. Parce que ça véhicule quelque chose de sympa. Sur cette parole d'optimisme, on peut les applaudir. Merci à tous les quatre.